C'est quand même fou quand on y pense. Il y a un rôle, un statut très particulier que chaque être humain sur cette planète va jouer au moins une fois dans sa vie. C'est certain, oui. Peu importe d'où l'on vient, peu importe le métier qu'on fait, on finit tous, un jour ou l'autre, par enfiler cette fameuse blouse d'hôpital un peu mal coupée ou par s'asseoir dans une salle d'attente avec une boule au ventre. Et c'est justement l'objet de notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, on plonge dans une montagne de dossiers passionnants, des cours juridiques, des analyses très pointues. Et la mission de cette analyse, disons-le d'emblée, c'est de décrypter ce que signifiait réellement le fait d'être un patient. Et ce qu'on découvre en épluchant ces sources, c'est que ce n'est pas du tout qu'une simple question de biologie ou de médecine. Non, c'est une question de pouvoir, d'équilibre et surtout de droits fondamentaux. Absolument. Parce qu'historiquement, on avait une vision très, très paternaliste de la médecine. Le fameux « faites-moi confiance, je suis médecin ». C'est ça. Le médecin détenait le savoir absolu, il prenait les décisions, et la personne malade portait vraiment bien son nom de patient. Elle devait juste patienter. Elle patientait. Elle subissait les soins avec docilité, mais nos documents démontrent que ce paradigme a totalement explosé. Surtout avec certaines lois clés, non? Oui, sous l'impulsion de législations majeures. Les sources insistent beaucoup sur la fameuse loi belge du 22 août 2002, par exemple. C'est une véritable révolution sociétale. C'est-à-dire? Le malade n'est plus du tout un sujet passif. Il est devenu un partenaire légal à part entière. C'est un vrai partenariat dans la relation de soins. Et ce qui saute aux yeux, dès les toutes premières pages de nos notes, c'est le moment exact où ce partenariat commence. Oui, c'est assez contre-intuitif. Ah bah totalement. On pourrait se dire qu'il faut, je sais pas, moi, signer un papier d'admission ou au moins dire bonjour au docteur pour devenir un patient aux yeux de la loi. Pas du tout. Les textes sont formels, le bouclier juridique s'active dès la première seconde où des soins sont prodigués, qu'on l'ait demandé ou non, Et l'exemple typique cité dans nos documents illustre ça parfaitement. celui des urgences. Voilà. Imaginez une personne qui arrive aux urgences, totalement inconsciente, après un accident de la route. Elle n'a rien demandé, elle ne peut exprimer aucune volonté. Elle est dans le coma. C'est ça. Et pourtant, d'un point de vue purement juridique, ces droits s'appliquent immédiatement. La loi pose une présomption de capacité. Donc, elle a une personnalité juridique active, même en étant physiquement incapable de s'exprimer. Exactement. C'est le socle qui empêche tout notre système de santé de basculer dans l'arbitraire. Et la première manifestation de ce bouclier, c'est le droit à la qualité, Le droit à des soins irréprochables pour tout le monde. sans la moindre distinction. D'ailleurs, la loi sur les hôpitaux aborde cette égalité de manière super concrète. J'ai noté le passage, c'est l'article 291. Un article fondamental, oui. Ça dit clairement que l'offre de soins de qualité doit être rigoureusement la même, peu importe la chambre. Qu'on soit en chambre individuelle ou en salle commune. Voilà. Alors bon, on comprend bien que la taille de la télévision ou le menu du déjeuner puisse changer si on paie un supplément. Le confort de l'hôtellerie change, oui. Mais le coût de bistouri, l'attention de l'infirmière, le délai pour avoir un traitement vital, ça ne varie pas en fonction du portefeuille. C'est la base de ce qu'on appelle l'hôpital responsable. Et cette notion de responsabilité, croyez-moi, elle va très très loin aujourd'hui. C'est vrai que les sources insistent beaucoup là-dessus. Historiquement, si une opération tournait mal, le patient se retrouvait dans un labyrinthe juridique infernal. Il fallait trouver le coupable. C'est ça. Est-ce que c'est l'anesthésiste, Euh le chirurgien, hmm l'infirmière, hmm le fabricant du scalpel? hmm C'était le parcours du combattant pour quelqu'un qui est déjà épuisé par la maladie. Et maintenant? Aujourd'hui, la loi a drastiquement simplifié les choses. L'hôpital est présumé responsable de tout. C'est l'interlocuteur central. Mais attendez, il y a un truc qui me chiffonne un peu là-dedans. Je vous écoute. Je comprends l'idée de protéger le malade, évidemment. Mais si le chirurgien est un médecin complètement indépendant, Oui, c'est un cas très fréquent. s'il a son propre statut, sa propre assurance, et qu'il se contente de louer le bloc opératoire de l'hôpital le mardi matin, pourquoi l'institution devrait-elle payer pour ses erreurs à lui? C'est une excellente objection et je vous rassure, c'est un argument que les directions hospitalières soulèvent très souvent. J'imagine, oui. Ça semble injuste pour l'hôpital. Sauf que le législateur a tranché en faveur de la partie la plus vulnérable, le patient. D'accord. Quand une personne franchit les portes vitrées d'une clinique, elle fait confiance à l'institution globale. Elle s'en fiche des contrats de sous-traitance ou des statuts fiscaux des gens en blouse blanche. C'est pas faux. On se dit juste, je suis à l'hôpital. Voilà. Donc, par défaut, l'hôpital agit comme un immense parapluie juridique. Il n'y a qu'une seule exception pour que l'hôpital s'en dédouane. Les conditions doivent être strictes. Extrêmement stricte. L'hôpital doit informer le patient, de manière parfaitement explicite et surtout préalablement à l'intervention, que ce praticien-là est indépendant
et que l'institution ne couvrira pas ses fautes. Et si on ne nous le dit pas clairement avant? La présomption reste sur l'hôpital. L'hôpital devra répondre des actes devant la justice, quitte à se retourner ensuite contre le médecin indépendant. On retire ce fardeau des épaules du malade. Ce qui nous amène directement à un mot qui revient vraiment en boucle dans notre dossier, L'information. l'information. C'est le nerf de la guerre. Comment être un partenaire légal si on pige absolument rien à ce qui nous arrive? C'est tout le problème du jargon. Ah, le jargon médical. La loi exige désormais une communication claire. C'est l'article 7. Et je pense que ça va parler à tous ceux qui ont déjà essayé de déchiffrer un compte-rendu médical rempli de mots latins imprononçables. C'est fini cette époque. Le médecin a l'obligation légale d'adapter son langage. Ce n'est plus juste une recommandation pour être poli, c'est dans la loi. Il doit s'assurer qu'on a bien compris. Absolument. Il ne peut pas juste débiter un diagnostic technique et passer au suivant. Il doit prendre en compte l'état psychologique de la personne, son niveau d'éducation et bien sûr la barrière de la langue. D'ailleurs, nos notes parlent de l'obligation de faire appel à un interprète si besoin. Et il y a un point fascinant sur le danger des traductions faites par la famille. C'est un drame très humain en fait. Oui, imaginons la scène. Le médecin doit annoncer un cancer, une nouvelle très sombre. Et c'est le fils du patient qui traduit dans la langue maternelle de son père. On voit tout de suite le biais. Avec tout l'amour du monde, le fils va filtrer. Il va vouloir adoucir le choc, employer des mots moins définitifs, ou même faire une erreur de traduction sur un terme pointu. C'est un risque majeur de perte de chance. L'autonomie du patient est complètement biaisée par l'affection de ses proches. Il n'a pas reçu l'information claire à laquelle il a droit. Et donc l'interprète professionnel devient obligatoire. Mais en explorant cette notion d'information, j'ai vu un concept juridique qui m'a vraiment fait bugger. Le droit de ne pas savoir. Oui, le droit de rester dans l'ignorance totale de sa propre santé. C'est contre-intuitif, n'est-ce pas? Complètement. Le législateur estime donc que le respect de l'autonomie, ça va jusqu'à pouvoir dire « ne me dites rien Exactement. Si une personne pressent qu'elle a une maladie grave et qu'elle sait au fond d'elle-même que le diagnostic officiel va la détruire psychologiquement, elle peut exiger le silence du médecin. ». Et le médecin doit se taire. En principe, oui. C'est le choix souverain du patient. Mais attendez, on ne peut quand même pas laisser quelqu'un dans l'ignorance si ça met d'autres personnes en danger. Ah, Si c'est une tumeur isolée, ok, c'est son corps. Mais si c'est un virus très contagieux, c'est là que le droit trace une ligne rouge sang. Le droit de ne pas savoir s'arrête net là où commence la protection de la santé publique. les sources citent l'exemple du VIH, je crois. Oui, le VIH ou d'autres maladies infectieuses graves. Si le choix du patient de rester dans l'ignorance risque de tuer ou de contaminer des tiers, comme son partenaire de vie, le médecin fait face à un conflit de valeurs vertigineux Secret médical d'un côté, et état de nécessité de l'autre pour sauver une vie tierce. Et dans ce cas, l'état de nécessité prime toujours. Le médecin doit informer le patient et prendre des mesures pour protéger les autres. c'est un vrai dilemme de cinéma. Et ça résonne avec une autre notion tout aussi intense dans nos notes, l'exception thérapeutique. Ah oui, Le miroir inversé. voilà. On vient de voir que le patient peut refuser de savoir. Mais que se passe-t-il si c'est le médecin qui décide tout seul de cacher la vérité? C'est une corde extrêmement sensible. On frôle le retour à ce fameux paternalisme qu'on a voulu détruire. C'est légal, ça? La loi l'autorise, mais elle l'enferme dans un coffre-fort de conditions très strictes. Le médecin ne peut retenir une information vitale que si l'annoncé causerait un préjudice manifestement grave à la santé. Préjudice manifestement grave. C'est flot. Une grosse crise de larmes dans le cabinet, ça compte? Non, pleurer est une réaction humaine normale face à une mauvaise nouvelle. La jurisprudence vise des cas extrêmes, par exemple un risque sérieux et immédiat de suicide. Ah oui, d'accord. L'urgence vitale psychologique. Si le médecin a la conviction absolue que prononcer le mot incurable va pousser le patient à sauter par la fenêtre en sortant, il peut retenir l'information. Il prend cette lourde décision tout seul? Jamais. C'est strictement interdit. Il doit obligatoirement consulter un confrère, informer la personne de confiance du patient si elle existe, et tout consigner par écrit dans le dossier. C'est très encadré. Et surtout, ce n'est qu'un délai. Dès que le risque aigu s'éloigne, il faut dire la vérité. Bon. Supposons maintenant que l'information a bien été donnée. Clarté parfaite. Vient ensuite l'étape de la décision. Et c'est là qu'on entre dans le dur, avec l'article 8. Le consentement libre et éclairé. Le fameux consentement. Libre, on comprend. Personne ne nous met un pistolet sur la tempe. Mais éclairé. Qu'est-ce qu'une info suffisante? Les documents utilisent une expression, la relativité du risque.
Le médecin doit informer sur les risques dits pertinents. Mais c'est hyper subjectif. C'est subjectif par essence. Le droit s'adapte à l'individu. Un risque n'est jamais juste une statistique froide sur un papier. Vous avez un exemple? Prenons une opération chirurgicale bénigne, mais qui comporte un infime risque de perte de sensibilité au bout de l'index. D'accord. Pour un comptable ou, disons, un professeur, c'est un risque mineur. Mais si votre patient est un violoniste professionnel, Ah, ça détruit sa carrière. ce tout petit risque signifie la fin de sa vie professionnelle. Il devient donc pertinent. Le médecin a l'obligation de s'intéresser à la vie de la personne assise en face de lui, sa profession, ses hobbies, pour lui donner une information sur mesure. Ça me fait penser à cette histoire incroyable dans nos sources. Un vrai cas d'école qui a fini devant la Cour de cassation en juin 2009. L'affaire de l'injection? Oui, une patiente devait recevoir une injection de routine. Et là, le drame absolu. L'aiguille touche la moelle épinière. Avec des conséquences dévastatrices. Des douleurs atroces. Elle ne peut plus du tout travailler. L'affaire va en justice et la défense des médecins est intéressante. Ils disent en gros, écoutez, c'est un risque rarissime. Une chance sur 1 million. On ne va pas terrifier chaque patient avant chaque injection pour un risque aussi exceptionnel. Ce qui, d'un point de vue médical et humain, peut s'entendre. On ne veut pas générer une anxiété paralysante pour rien. D'ailleurs, la Cour d'appel leur avait d'abord donné raison. Mais la Cour de cassation, la plus haute juridiction, a balayé cet argument avec une fermeté implacable. Elle a dit quoi exactement? Elle a statué que la rareté d'un risque ne dispense absolument pas le médecin de son devoir d'information. La règle est claire. Même exceptionnelle, si le risque est connu de la science et que ses conséquences sont gravissimes, comme la paralysie, il doit être communiqué. C'est le patient qui décide de courir ce risque infime ou non. C'est à lui seul de choisir, oui. C'est une charge mentale énorme au quotidien. Et ce qui est d'autant plus fou, c'est que ce fameux consentement éclairé ne concerne pas que la santé physique. L'argent? Oui, l'argent. L'information financière est un droit fondamental. Pendant très longtemps, parler d'argent chez le médecin, c'était un peu tabou. On faisait le soin, on disait merci et on découvrait la douloureuse à la fin. Exactement. Et un arrêt très récent de septembre 2021, mentionné dans nos notes, a remis les pendules à l'heure. Certains médecins pensaient être en règle en laissant juste un petit dépliant sur la table de la salle d'attente. Ou un lien vers un site internet. En mode, allez lire la brochure entre deux vieux magazines pendant que vous stressez pour votre opération. La justice a dit que c'était totalement insuffisant. Une approche passive ne marche pas. Le médecin doit faire la démarche lui-même. Il doit informer activement, expliquer son statut financier, s'il est conventionné, s'il y a des suppléments d'honoraires, et tout ça avant l'intervention. Le patient n'a pas à se transformer en détective privé pour savoir combien va coûter sa guérison. L'impact financier fait partie intégrante du consentement. C'est un changement de dynamique vraiment radical. Et cette souveraineté, elle atteint son paroxysme avec un concept qui peut parfois heurter notre morale. Le refus absolu de soins. Le refus de soins, oui. On a tous cette image d'Épinal du serment d'Hippocrate, le devoir sacré de sauver la vie à tout prix. Mais les textes sont formels. Une personne capable peut refuser un traitement, même si c'est la seule chose qui la sépare de la mort. C'est la victoire philosophique de l'autonomie sur l'acharnement thérapeutique. Qui est sur le paternalisme d'État. Tout à fait. Si la personne est consciente et qu'elle a parfaitement compris qu'elle va mourir suite à son refus, son non est inviolable. Le médecin se retrouve dans une position d'impuissance terrible, non? Terrible, oui. Il doit acter ce refus par écrit et simplement regarder la personne décliner sans pouvoir la forcer. Les soignants doivent parfois ravaler leur vocation de guérison pour respecter la liberté ultime de l'individu. Bon, bien sûr, il y a des situations de crise historique où ces droits vacillent. Nos notes font un petit détour par la pandémie de Covid-19 en novembre 2020. Oui, l'exception de l'état de nécessité. Les hôpitaux étaient tellement saturés qu'une loi d'urgence a permis de transférer des malades d'un hôpital à l'autre, voire à l'étranger, sans leur consentement. C'était purement pour éviter l'effondrement des soins intensifs. Ça montre bien comment un état de nécessité globale peut suspendre l'autonomie individuelle. Mais en temps normal, la règle reste le consentement. Et toutes ces décisions, ces refus, il faut bien les stocker quelque part. Ce qui nous amène au cœur du réacteur, le dossier médical. C'est la mémoire physique et numérique de tout notre parcours de santé. Pendant des décennies, ce truc, c'était le carnet secret du médecin. Des petites notes griffonnées, inaccessibles au commun des mortels. Aujourd'hui, la philosophie a changé. C'est un miroir des données personnelles du malade. Il y a un accès direct. Et nos sources soulignent que grâce au RGPD européen, obtenir une copie de son dossier est totalement gratuit. Fini les hôpitaux qui facturaient 25 € pour quelques photocopies. C'est une belle avancée.
Mais la question de l'accès à ce dossier cache parfois des drames humains insoupçonnés. Oui, surtout après un décès. Il y a cet arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2016. Il est vraiment bouleversant. En temps normal, la loi est plutôt empathique. Elle permet aux proches d'un défunt d'avoir accès au dossier via un médecin de confiance. Le but est noble, faire son deuil, comprendre les causes de la mort ou chercher une erreur médicale. Mais ce droit n'est pas absolu. La condition sine qua non, c'est que le défunt, de son vivant, ne s'y soit pas opposé. Et cette affaire de 2016 est tragique. C'est l'histoire d'une mère en deuil qui supplie d'accéder au dossier de son fils décédé. Elle a besoin de réponses. Et le médecin refuse catégoriquement au nom du secret médical. La mère ne comprend pas, elle vend justice. Ça remonte jusqu'à la Cour de cassation. Et la raison du refus, elle est dure. Le fils avait totalement coupé les ponts avec sa mère de son vivant. Il s'était éloigné et avait exprimé clairement au corps médical qu'il refusait qu'elle soit informée de quoi que ce soit concernant sa santé. Et face à la justice, la douleur immense de cette mère n'a pas pesé assez lourd. La Cour a donné raison au médecin. C'est d'une grande rudesse émotionnelle, mais d'une logique juridique implacable. Le secret médical ne s'évapore pas à la mort. Exactement. L'autonomie survit à la mort physique. La volonté de la personne reste un mur infranchissable, même pour une famille en souffrance. Ça donne vraiment des frissons. Ça pose aussi une dernière grande question, très pragmatique. Depuis le début, on parle de gens capables de s'exprimer, ou qui ont laissé des consignes avant de mourir. Mais si on est en vie et incapable de prendre une décision, Dans le coma, par exemple, voilà, coma, accident vasculaire ou maladie dégénérative très sévère. Si on ne peut plus parler, comment ce fameux partenariat médical continue-t-il? le droit à horreur du vide, surtout pour les décisions vitales. Le législateur a donc créé un système de représentation. La priorité absolue va au mandataire. Le mandataire désigné? C'est la personne que le malade avait officiellement désignée par écrit, quand il avait encore toute sa tête pour prendre les décisions à sa place. C'est le prolongement direct de sa volonté. Mais en réalité, tout le monde ne pense pas à remplir ce genre de papier à l'avance. Moi, le premier, je ne l'ai pas fait. Si j'ai un accident de voiture ce soir, qui décide pour moi? C'est là qu'intervient le système en cascade. Une vraie ligne de succession. C'est une bonne image, une présence stricte. Si le trône de la prise de décision est vide, on appelle le premier héritier légal, le conjoint ou le cohabitant légal. Et s'il n'y en a pas, ou s'il refuse de porter un fardeau aussi lourd? On passe à la marche suivante, les enfants majeurs. Ensuite, les parents. Et enfin, les frères et sœurs majeurs. Cette cascade garantit qu'il y aura toujours quelqu'un de légitime pour dialoguer avec les médecins. Mais qui donne le coup d'envoi de cette succession? C'est pas un juge qui débarque en réanimation pour vérifier si on a toute sa tête quand même. Non, ça relève de la stricte compétence du médecin. C'est lui qui évalue. Au pied du lit, oui, c'est une évaluation clinique. C'est lui qui constate que le patient ne peut plus consentir et qui active la cascade familiale. C'est une sacrée responsabilité. Mais la loi ajoute une nuance magnifique. Même incapable, même totalement désorienté, la personne ne doit pas être traitée comme un objet. Le médecin doit continuer à l'associer à l'exercice de ses droits en fonction de ce qu'elle peut encore comprendre. On ne l'efface jamais de l'équation en fait. Jamais. Si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient d'analyser aujourd'hui, le tableau est vraiment fascinant. On comprend que toutes ces lois n'ont pas été faites juste pour rajouter de la paperasse aux soignants. Non, le but était de métamorphoser le statut du malade. On est passé d'une soumission, disons, bienveillante à une véritable affirmation juridique. Que ce soit pour exiger la même qualité de soins, avoir un langage clair, connaître la facture avant ou carrément dire non à un traitement vital. La personne est le chef d'orchestre de sa santé. Mais le grand défi, c'est que chacun s'approprie ses outils. Un droit n'existe que si on le commet. C'est une certitude. Et pour clôturer cette réflexion, j'aimerais lancer une idée un peu provocatrice, qui s'inspire de tout ça mais qui regarde vers demain. Je vous écoute? Aujourd'hui, la loi exige un consentement parfaitement éclairé, on l'a vu. Le médecin humain doit pouvoir expliquer avec des mots simples pourquoi elle propose un soin, quels sont les risques pertinents, comment il est arrivé à cette conclusion. Tout à fait. Mais que va-t-il se passer avec l'arrivée massive de l'intelligence artificielle dans nos hôpitaux? Oula, oui. Un terrain vertigineux pour les juristes. Imaginons la scène dans 5 ou 10 ans. Un diagnostic super lourd n'est plus posé par le cerveau d'un docteur, mais par un algorithme d'apprentissage profond. Une IA qui est une véritable boîte noire.
Le médecin sait que la machine a raison à 99% du temps. Voilà. Mais il est incapable d'expliquer comment l'algorithme a déduit ce résultat. Les calculs sont des millions de fois trop vastes pour l'esprit humain. L'outil devient opaque pour celui qui le manipule. Exactement. Et face à ça, comment le médecin pourra-t-il légalement garantir notre droit absolu à une information claire? Comment on pourra donner un consentement véritablement éclairé si le médecin lui-même ne comprend pas le raisonnement de la machine? Ça promet d'être le prochain grand bouleversement du droit médical. Un vrai casse-tête. Un casse-tête fascinant pour les années à venir, c'est clair. Mais pour aujourd'hui, on va refermer nos dossiers ici. Merci d'avoir exploré tout ça avec moi. Avec grand plaisir. Et on laisse tout le monde méditer sur l'avenir de nos droits.